fidélité à vos rangs et grades au protocole observé, mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie officielle de présentation de l'indice de perception de la corruption. Comme vous le savez, chaque année, le mouvement Transparency International publie l'indice de perception de la corruption ou l'IPC qui montre le classement des pays passés sur la perception du niveau de corruption affectant l'administration publique. L'édition 2025 revêt une importance particulière car dans l'analyse des enjeux de gouvernance et d'intégrité. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter brièvement le programme de cette matinée. Tout d'abord, pour l'ouverture officielle de l'événement, nous avons le plaisir d'écouter le discours du président du Conseil d'administration de Transparency International CESIF Madagascar, ainsi que de la vice-présidente du mouvement Transparency International. Cette séquence sera suivie par la présentation des réalisations de l'année 2025 ainsi que de l'IPC et de ses analyses. Enfin, une séance de questions-réponses viendra clôturer cette première partie de la matinée. Sans plus attendre, j'invite Monsieur le Président du Conseil d'administration de Transparency International Madagascar, Monsieur Dominique Rakout-Malal, pour son allocution. Merci. Monsieur le vice-président, messieurs les ambassadeurs, honorables invités, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour ce rendez-vous annuel important pour la gouvernance et la transparence à Madagascar et dans le monde. La présentation de l'indice de perception de la corruption pour l'année 2025. 2026 est encore en cours. On n'a pas encore de chiffres. Cet événement est plus qu'un simple exercice de publication de données. Il constitue un moment de réflexion collective sur l'état de notre gouvernance, de notre intégrité, sur nos progrès, mais aussi sur les défis qui restent à relever. Depuis plusieurs années, Madagascar stagne un peu, patine pour ainsi dire, un peu sur le plan de l'intégrité. Pourtant, la refondation de l'État que nous sommes censés vivre actuellement et qui est souvent rappelée dans les discours publics ne peut être une réalité sans une lutte résolue, cohérente et durable contre la corruption. La corruption n'est pas seulement un problème de gouvernance. Elle est un obstacle direct au développement, à la justice sociale et à la confiance citoyenne. Car oui, la confiance publique ne se décrète pas. En 2025, nous avons observé un phénomène particulièrement marquant. La montée de l'engagement citoyen porté par la jeunesse, notamment le mouvement Gen Z à Madagascar. Cette mobilisation nous rappelle une vérité essentielle. La lutte contre la corruption n'est pas uniquement l'affaire des institutions spécialisées ou des organisations de la société civile. Elle est une responsabilité collective, intergénérationnelle et profondément citoyenne. Elle nous a surtout rappelé que la persistance de la corruption peut conduire à la révolte, jusqu'au changement de régime, parce que beaucoup d'injustices en découlent, au-delà seulement des problèmes de distribution d'eau et d'électricité. Cette énergie nouvelle doit être accompagnée, protégée et transformée en participation constructive à la vie publique, en exigence de redevabilité et en culture d'intégrité. Comme l'a souligné notre président international, M. François Valérian, dans son message au cours de cette présentation d'aujourd'hui, la corruption fonctionne aujourd'hui comme une véritable économie parallèle mondiale, avec des flux financiers cachés et des réseaux qui dépassent les frontières. La combattre ne consiste pas seulement à adopter des lois,
mais à garantir leur application effective, c'est-à-dire aussi et surtout à sanctionner et à punir sans discrimination. Ça consiste aussi à protéger les lanceurs d'alerte, à renforcer l'indépendance de la justice et à assurer la transparence des décisions publiques. Mesdames et messieurs, l'indice de perception de la corruption que nous présentons aujourd'hui est un outil de mesure, mais aussi un signal. Un signal adressé aux décideurs publics, aux acteurs économiques, aux partenaires techniques, aux partenaires de la coopération et aux financiers, et aux citoyens, excusez-moi. Avant de dévoiler les résultats de l'IPC, l'indice de perception de la corruption pour 2025, permettez-moi de rappeler une chose essentielle. Les progrès en matière de lutte contre la corruption ne mesurent pas uniquement par des textes adoptés ou des institutions créées, mais surtout par le respect effectif des engagements pris, c'est-à-dire dans le cadre de ces textes notamment. Les engagements nationaux en matière de bonne gouvernance existent, les cadres légaux existent, les stratégies existent. Ce qui fera la différence aujourd'hui plus que jamais, c'est la constance, l'effectivité de leur mise en œuvre. La confiance publique se construit lentement, mais peut se perdre très rapidement. Et cette confiance dépend directement de la cohérence entre les paroles et les actions. Transparency International Initiative Madagascar affirme aujourd'hui son engagement à promouvoir l'intégrité publique, soutenir la participation citoyenne, encourager la transparence et accompagner les réformes structurelles nécessaires. Mais aucun changement durable ne peut se faire seul. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel renouvelé à l'engagement de tous les acteurs, notamment aux institutions publiques pour renforcer l'exemplarité, au secteur privé pour consolider l'éthique des affaires, aux médias pour poursuivre leur rôle de veille, à la société civile pour maintenir la mobilisation et aux jeunes générations pour continuer à porter l'espoir d'une gouvernance intègre. Et bien sûr, l'exemplarité que nous avons mentionnée pour les institutions publiques s'applique à tout le monde. Parce que c'est l'exemplarité, c'est par les exemples qu'on convainc et non pas par les paroles. Seulement par les paroles. Mesdames et messieurs, les résultats de l'indice de perception de la corruption 2025 que nous allons découvrir dans quelques instants et qui va être présenté par Miali Railuapian, notre directrice exécutive, constitue un miroir parfois inconfortable mais nécessaire, un miroir qui doit nous aider à agir et non simplement à constater. La question essentielle n'est pas seulement quel est le score de Madagascar aujourd'hui, mais surtout quelle trajectoire nous voulons construire pour demain. Sur ces mots, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente suite de programme. Merci. Nous remercions le président du conseil d'administration de Transparency International Madagascar pour ce discours porteur d'engagement et de vision dans la lutte contre la corruption et de la culture et dans la culture de l'intégrité. Comme j'ai dit dans le programme, il devrait y avoir un discours de la vice-présidente du mouvement Transparency International, qui est Ranjina Rafitson, mais malheureusement, la vidéo n'a pas pu être disponible. À présent, nous allons tout de suite diffuser une vidéo récapitulative des réalisations de l'année précédente, de l'année 2025, suivie de la présentation de la chargée de programme, Yasnienne Ranjian-Zarfouni, qui nous exposera les actions menées par TIMG au cours de l'année 2025.
cours de cette phase, l'équipe a concentré ses efforts sur des actions concrètes, comme la reproduction et la dissémination d'un guide pratique sur le foncier. Il y avait aussi de la production de rapports clés pour éclairer les décideurs sur le diagnostic des risques de corruption dans la sécurisation foncière, analyse de corruption foncière discriminatoire, recommandations politiques pour lutter contre la corruption foncière et l'étude sur les terrains toujours titrés au nom des anciens colons. Côté formation, il y a eu des formations au profit des organisations de la société civile, les groupes marginalisés, les jeunes universitaires et les acteurs du secteur privé, des actions de sensibilisation sur terrain, sur les réseaux sociaux et chaînes télévisées. On avait fait aussi des renforcements de capacité de près de 140 autorités locales et traditionnelles. Enfin, il y avait aussi une mise en place de partenariats essentiels, notamment avec la GIZ et le ministère chargé des services fonciers. Les résultats ont été plutôt tangibles puisque des milliers de citoyens ont été mieux informés sur le droit foncier et sur les mécanismes de lutte contre la corruption. Il y avait eu un engagement concret du ministère en charge des services fonciers pour renforcer la lutte contre la corruption dans le secteur. Plus de 2900 guides fonciers ont été distribués à travers les 6 provinces de Madagascar et plus de 300 citoyens ont été formés à la gouvernance et au droit foncier. Face aux défis persistants du secteur, LCA2 poursuit son action aux côtés de TAMG pour garantir un système foncier plus juste et plus transparent pour que chacun puisse sécuriser sa terre et améliorer ses conditions de vie. Depuis plusieurs années, nous travaillons aux côtés des communautés affectées par les projets miniers. Notre action vise un objectif clair, renforcer la transparence, la redevabilité et la justice sociale dans le secteur extractif. Nous avons contribué à produire des analyses indépendantes mettant en évidence des impacts sociaux et environnementaux, non seulement des exploitations minières de grandes envergures comme le nickel, le cobalt, l'ilménite ou le graphite, mais aussi de l'exploitation artisanale des pierres précieuses et semi-précieuses. Nous avons soutenu des actions communautaires fortes, dénoncé les irrégularités, défendu les droits des communautés et plaidé pour des réformes conformes aux normes internationales. Grâce à notre implication au sein de l'initiative pour la transparence des industries extractives et du mouvement Publiez ce que vous payez, nous avons pu mobiliser les citoyens et les organisations de la société civile pour leur permettre de comprendre le cadre légal du secteur minier, de suivre les revenus miniers et d'accompagner les collectivités territoriales décentralisées vers une gestion plus responsable des ristournes et des fonds issus du secteur extractif. Notre conviction est simple, la transparence n'est pas un choix, c'est un droit. À Madagascar, les minerais de transition énergétique attirent de forts investissements. Mais sans justice, ils risquent d'aggraver les inégalités pour les communautés vivant près des mines. Le projet Social Bonds a contribué à mieux intégrer le volet social dans les règles qui encadrent les projets miniers, à mettre la transparence des revenus et leur redistribution locale au cœur du débat, et à renforcer également la capacité des communautés, notamment des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap, à revendiquer leurs droits et à se faire entendre. De grands défis persistent toutefois. Il y a l'accès difficile à l'information, la complexité des textes, les faibles moyens des autorités locales, la résistance des compagnies minières et la pression sur les défenseurs. Mais la transparence et la participation ont commencé à modifier le rapport de force en faveur d'une transition énergétique plus juste. Face au changement climatique, les communautés locales de Madagascar sont en première ligne. Elles subissent les impacts, mais elles ont aussi un rôle clé à jouer pour défendre leurs droits et leur territoire. Dans le projet Climate Governance Integrity Program, leur fonds de les communautés de base ont été formées. À la redevabilité et à leurs droits dans les projets climatiques. Ils ont découvert un guide simple organisé autour de 7 points clés qui rappellent que les communautés doivent être informées, consultées et pleinement impliquées dans les projets qui les concernent. Ce travail a provoqué un vrai changement. Les communautés ne se contentent plus de recevoir l'information, elles se l'approprient et la mettent en pratique. Des leaders de VOI organisent désormais eux-mêmes des séances de sensibilisation, adaptent les messages à leur contexte et vont à la rencontre des autorités locales. Ce travail a provoqué un vrai changement. Les communautés ne se contentent plus de recevoir l'information, elles se l'approprient et la mettent en pratique. Des leaders de
VOI organisent désormais eux-mêmes des séances de sensibilisation, adaptent les messages à leur contexte et vont à la rencontre des autorités locales, des chefs de secteur et de leurs collègues. Dans une commune, par exemple, un leader a pris l'initiative de diffuser un spot radio sur les droits des communautés face au projet climatique. Peu à peu, les communautés comprennent qu'elles ont un mot à dire. Elles demandent à être consultées avant le lancement d'un projet, défendent leur culture et leurs priorités. Elles n'acceptent plus d'être mises devant le fait accompli. Des bénéficiaires passifs, ces citoyens deviennent aujourd'hui des actrices et acteurs du changement. En faisant vivre la transparence, la participation et l'inclusion, ils construisent une gouvernance climatique plus juste au service des communautés qui protègent nos ressources naturelles. Depuis plusieurs années, nous nous engageons avec conviction pour préserver nos ressources naturelles avec un objectif clair, défendre la biodiversité malgache et bâtir un futur juste et durable pour tous. Pour y parvenir, nous avons mené des recherches approfondies sur les risques de corruption dans plusieurs chaînes de valeur clés, sensibles, notamment celles du bois précieux et des tortues radiées. Ces analyses ont permis de formuler des recommandations concrètes destinées à guider les actions des différentes parties prenantes et à orienter des décisions plus transparentes et responsables. Nos campagnes de sensibilisation ont également renforcé la culture de dénonciation dans des zones stratégiques. Aujourd'hui, les communautés locales deviennent des véritables sentinelles, des acteurs et informateurs essentiels dans la lutte contre le trafic d'espèces sauvages. Mais la lutte contre la corruption ne peut réussir qu'avec la mobilisation de tous. C'est pourquoi nous avons formé les forces de l'ordre ainsi que les organisations de la société civile. Nous avons également réuni les principaux acteurs autour de tables de dialogue, favorisant la collaboration, le suivi des avancées et une meilleure coordination des efforts. Notre engagement ne s'arrête toutefois pas aux crimes environnementaux. Dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture, nous avons ainsi poursuivi ce travail en cartographiant les risques de corruption touchant la pêche aux poissons et aux langoustes, mais aussi les filières vanille, girofle et café. L'un des dossiers les plus marquants de ces dernières années reste notre signalement au pôle anticorruption en 2022, mettant en lumière un monopole dans l'exportation de litchi. Une affaire qui refait aujourd'hui surface et confirme l'importance de la vigilance et de l'intégrité de tous à tous les niveaux. Toutes ces initiatives démontrent que la lutte contre la corruption, qu'elle touche la biodiversité, la pêche ou l'agriculture, est un enjeu transversal et essentiel pour Madagascar. Cela fait maintenant 5 ans que TI Madagascar œuvre pour renforcer l'intégrité politique à Madagascar. Tout commence en 2018. TIMG lance l'alerte, le financement politique à Madagascar est opaque et la capture de l'État progresse dans l'ombre. Les premières études paraissent, puis un audit juridique complet révèle les failles profondes de la législation en place. Peu à peu, les solutions se dessinent et un plaidoyer solide s'impose dans le débat national. Sur le terrain, des milliers de citoyens comprennent qu'ils peuvent exiger mieux. Transparence, plafonnement, redevabilité. Le regard sur la vie politique se transforme. Avec la création de la cellule de suivi des élections et l'outil iFeed en 2023, chacun peut enfin comparer, vérifier et choisir en toute connaissance de cause. En 2024, un premier candidat publie volontairement son rapport financier et en 2025, la capture de l'État devient le cœur des dénonciations du mouvement Gen Z. Preuve que ce combat porte ses fruits. Aujourd'hui, Madagascar entre dans une phase de refondation. C'est le moment d'ancrer ses avancées, d'adopter les réformes et de bâtir durablement un processus démocratique plus transparent et redevable. À Béthanie, à Saint-Augustin, des changements s'opèrent. Les centres de santé de base ne sont plus simplement des lieux de soins, ils deviennent des espaces de confiance. Ce que nous avons vu là-bas dépasse les améliorations techniques. C'est une démarche humaine et éthique. Les soignants ont choisi la transparence comme ligne de conduite. Les offres de soins et services sont affichées. Les explications sont données avec douceur. Et chaque personne, chaque mère, chaque enfant, chaque malade en situation de vulnérabilité est accueilli
accueillis avec respect, sans jugement. Ce qui nous a touché le plus, c'est cette honnêteté quotidienne. Aucun geste spectaculaire, mais des gestes simples, constants, sincères. Et la communauté le ressent, les habitants reviennent, posent des questions, cherchent à comprendre. Peu à peu, la relation entre soignants et patients se transforme. Là où il y avait parfois de la méfiance, on voit naître une confiance qui renforce la qualité des soins et surtout la dignité humaine. Béthanie et Saint-Augustin nous ont montré que l'intégrité n'est pas une utopie, c'est une réalité que l'on construit ensemble, jour après jour. Et cette réalité peut transformer la santé à Madagascar. En 2020, une question simple nous a frappés. Comment apprendre dans un système où la corruption s'infiltre entre les enseignants et les élèves, entre les notes et les portes des établissements? C'est là que tout a commencé. Cette année-là, nous avons mené le premier diagnostic général sur la corruption dans les 6 CO, en zone urbaine et rurale, à travers 7 régions du pays. Ce travail pionnier a révélé avec précision où et comment les pratiques corruptives fragilisaient notre système éducatif. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons conduit la première étude nationale sur la corruption sexuelle dans l'éducation, un sujet longtemps ignoré mais dévastateur pour les élèves, en particulier les filles. Puis, avec 5 autres pays africains, nous avons réalisé une évaluation des risques de corruption pour les femmes, les filles et les groupes discriminés, donnant Madagascar une certaine place stratégique dans un réseau continental d'expertise. En 6 ans, nous avons ainsi construit une base de données unique, concrète et réplicable, des modules de formation, des dialogues communautaires, des plateformes de signalement ont été mises en place avec un objectif clair, transformer la formation en action. Et les impacts sont bien réels. La lutte contre la corruption sexuelle dans l'éducation a désormais pris une place centrale dans le débat public national, illustrée par la condamnation récente par le pôle anticorruption d'un professeur, un signal historique qui marque un tournant dans la justice éducative, et par l'intégration officielle de cette lutte dans la stratégie nationale anticorruption 2025, renforçant ainsi son cadre institutionnel et sa visibilité. Une plus grande transparence des frais scolaires, notamment dans les CISCO rurales, des parents et des élèves mieux outillés pour dénoncer et se protéger. Mais ce chemin n'a pas été sans risque. Nous avons affronté des menaces, une demande officielle de lettres de démenti et même des pressions directes sur notre équipe. Une enseignante ayant eu le courage de témoigner a été suspendue puis licenciée avant que justice ne lui soit rendue. Et dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, un épisode marquant, une note ministérielle a été diffusée, invitant tous les acteurs de fuir l'équipe de TMG si nous les approchons. Cette directive a créé d'énormes obstacles sur le terrain, rendant difficile l'atteinte de nos quotas, limitant l'accès à nos cibles et montrant clairement à quel point la transparence dérange encore. Pourtant, malgré les résistances, les barrières administratives et parfois même la peur, nous poursuivons ce travail parce que l'éducation est la fondation de notre société. La lutte contre la corruption dans le secteur de la justice part d'un constat simple mais alarmant, un constat confirmé par les nombreuses doléances reçues au sein de nos centres d'assistance juridique. La justice, censée garantir l'effectivité même de la lutte contre la corruption, se trouve elle-même fragilisée par ce fléau. Depuis 2023, nos actions contribuaient à une prise de conscience et à une responsabilisation des acteurs en milieu carcéral, là où la corruption alimente fortement les violations des droits humains. Ces interventions visent à instaurer des pratiques plus transparentes des responsables au bénéfice des détenus, de leurs familles et du personnel pénitentiaire. Pour améliorer le système pénal de manière plus humaine, nous avons lancé une consultation nationale sur la mise en place des peines alternatives, une réponse concrète à la surpopulation carcérale qui contribue également à réduire les violations des droits humains. Les détenus et leurs familles ont été sensibilisés à leurs droits et informés des mécanismes de protection contre la corruption, renforçant leur capacité à se défendre face aux abus. Les agents pénitentiaires ont reçu des formations sur l'importance de la lutte contre la corruption pour renforcer leur engagement. Les citoyens, eux, ont été sensibilisés du rôle crucial des lanceurs d'alerte et encouragés à signaler les irrégularités affectant l'intérêt général auprès des maisons des lanceurs d'alerte. Un mécanisme mis en place pour soutenir et accompagner les lanceurs d'alerte. Nous croyons fermement que ces avancées progressives contribuent à une dynamique de changement durable pour une justice plus juste, plus humaine et plus accessible.
Depuis 2018, Transparency International Initiative Madagascar a lancé un programme de mobilisation citoyenne et communautaire pour encourager les citoyens et les communautés à s'impliquer dans la lutte contre la corruption et à devenir des véritables acteurs du changement. L'idée, c'est que chacun puisse contribuer à construire une société où la corruption n'a plus sa place. La MCC repose sur 4 grands volets. Les clubs FUNCH, c'est les sympathisants qu'on appelle SACES ou alliés de TIMG, l'Anti-Corruption Business Club et enfin l'Integrity Academy. Grâce aux sensibilisations, aux formations et à l'ensemble des activités menées sur le terrain, nous pouvons aller directement à la rencontre des communautés. Cela nous permet non seulement d'échanger avec les citoyens, mais aussi de leur donner les outils nécessaires pour comprendre et combattre la corruption. En leur expliquant leurs droits, en leur aidant à identifier les pratiques abusives et en leur montrant comment réagir de manière sûre et efficace, on leur permet de devenir des acteurs à part entière dans la lutte contre la corruption. L'une des innovations portées par la MCC, c'est la création de la Ligue nationale citoyenne contre la corruption en 2023. Une structure qui rassemble citoyens, OSC et entreprises pour renforcer la force collective d'action et de plaidoyer contre la corruption. Grâce à la LNCCC, la mobilisation ne repose plus seulement sur des initiatives individualistes, mais sur un mouvement national structuré capable d'interpeller les décideurs et d'exiger plus de transparence. Aujourd'hui, la LNCCC est implantée dans les 6 chefs-lieux de province et c'est une véritable avancée dans la construction d'un réseau citoyen engagé. En 6 ans, MALN a mené près de 90 enquêtes, formé plus d'une centaine de journalistes avec une expertise internationale, développé un site ergonomique, des outils de formation, 8 magazines et plusieurs émissions, récompensé près de 20 investigations malgaches, a construit des partenariats médias solides grâce à Transparency International Initiative Madagascar. Créé en 2018 par Transparency International Initiative Madagascar comme réseau de journalistes d'investigation anticorruption, MALN a bénéficié d'un soutien constant, technique et financier. Les impacts sont concrets. Condamnation d'un député pour exploitation illégale de bois, réparation d'écoles primaires publiques, amélioration des conditions de vie des populations, reprise d'un projet abandonné, intégration de la lutte contre la corruption sexuelle dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2025, rayonnement et reconnaissance internationale, lutte contre la désinformation pendant les périodes électorales et récemment l'adoption du projet de loi sur l'accès à l'information à caractère public en Conseil des ministres après 20 ans de plaidoyer des sociétés civiles. Malgré les nombreux défis pour promouvoir la transparence et l'intégrité, MALN poursuit son action aux côtés de Transparency International Initiative Madagascar. Chaque enquête est conçue pour produire un impact réel, renforcer la confiance du public et transformer la société car MALN est le bras armé de Transparency International Initiative Madagascar. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, cette présentation a été une occasion pour faire un bilan et une rétrospective de l'année dernière, des avancées, des défis et les perspectives de TIMG. J'invite maintenant Yasna pour la présentation des réalisations de 2025. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. On ne va plus s'attarder sur les réalisations. Beaucoup de nos réalisations ont déjà été citées par nos chargés de projet au niveau de tous les secteurs, comme vous pouvez le voir en boucle. Nous sollicitons votre attention sur l'année 2025, qui pour nous a été une année particulière, une année auquel nous avons célébré 25 ans d'engagement pour la transparence et l'intégrité. Ces 25 ans, pour nous, ce n'était pas juste un anniversaire, c'est toute une génération. C'est le temps pour nous de voir grandir les idées, de former les citoyens et d'interpeller les décideurs et de construire une voie crédible. Pour nous, les 25 ans de célébration de cet engagement pour l'intégrité a été marqué par 3 rythmes, au cours duquel on a débuté en début d'année par une forte mobilisation citoyenne. Au milieu de l'année, en coïncidant avec la journée africaine de lutte contre la corruption,
nous avons initié deux mouvement Run for Integrity, auquel nous avons eu la participation de plus de 500 participants de jeunes OSC, PTF, du secteur public, secteur privé. Nous avons aussi initié l'Integrity Conference, pendant lequel nous avons eu la participation de plus de 300 multi-acteurs. Et puis, nous avons clôturé à la fin de l'année par la journée internationale de lutte contre la corruption, le 9 décembre. Permettez-moi de rappeler qui est Transparency International. Nous faisons partie du mouvement international de Transparency International Global, auquel il y a 111 chapters. L'objectif global est de lutter contre la corruption. Et en 2030, nous souhaitons voir ensemble holding power into account, avoir tout ce qui détient le pouvoir redevable. Transparency International, Initiative Madagascar, est née en 1997 et nous travaillons au niveau de 12 secteurs, comme vous pouvez le voir tout à l'heure, par nos chargés de projet. Comme moyen d'action, nous avons les recherches-actions auxquelles nous produisons des connaissances à travers les recherches de différents types de corruption. Et nous menons aussi des actions de plaidoyer pour présenter ces actions-là, pour présenter les résultats de nos recherches auprès des décideurs, pour qu'il y ait plus d'actions, pour qu'il y ait de changements au niveau du secteur. Nous avons aussi la mobilisation citoyenne et communautaire, comme vous pouvez le voir tout à l'heure, auquel nous mobilisons les citoyens à marcher avec nous afin de renforcer nos rangs dans cette lutte contre la corruption et pour la quête de l'intégrité. Nous avons aussi, travaillons aussi avec le réseau MALN, qui est actuellement ONG MALN, qui est notre bras armé, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est le réseau de journalistes d'investigation qui met en lumière les cas de grande corruption et qui alimente aussi nos plaidoyers auprès des décideurs pour améliorer un changement rapide auprès du système. Et nous avons aussi auprès de nos communautés, nos centres d'assistance juridique et d'action citoyenne, les CAJAC, qui travaillent directement avec les communautés et qui accompagnent et témoignent accompagnent les témoins et victimes de corruption au quotidien. Parlons de nos recherches. Au cours de l'année 2025, nous avons pu mener 5 enquêtes au niveau de 5 secteurs. Nous avons développé 2 baromètres au niveau de l'ETFP, l'enseignement technique de la formation professionnelle, et un au niveau de la santé qui est dans sa 3e édition. Nous avons aussi réalisé un diagnostic des risques de corruption au niveau du secteur de l'éducation. Et au cours de l'année 2025, nous avons débuté à étudier les normes sociales auxquelles nous voulons comprendre pourquoi les citoyens s'allient naturellement à la corruption. Et le résultat, vous pouvez le voir sur notre site web. Et il y a aussi une étude sur les droits humains, particulièrement au niveau d'une entreprise minière. Donc au cours de l'année 2025, nous avons développé plus de 30 recommandations applicables, actionnables au niveau de ces secteurs. Nous avons mobilisé plus de 500 participants lors de la présentation publique de ces résultats. Nous avons aussi mené des évaluations de nos projets, 5 évaluations dans le cadre de l'environnement pour l'intégrité du financement climatique au niveau de l'énergie de transition, du programme MEC, une évaluation à mi-parcours pour nos secteurs de l'éducation et de la santé, et une évaluation finale dans le cadre de notre projet dans la gouvernance foncière. Pour le cas de la mobilisation citoyenne et communautaire,
Nous avons travaillé avec différents types d'acteurs. Nous avons marché pour l'intégrité avec les différents types d'acteurs, comme vous pouvez le voir. Nous avons formé plus de 200 acteurs au niveau des différents secteurs. Nous avons formé plus de 60 journalistes et jeunes reporters en collaboration avec l'ONG MAL. Nous avons formé plus d'OSC et nous avons mobilisé plus d'une trentaine d'OSC dans le cadre de ces plus de 5 secteurs, comme mentionné par les chargés de projet tout à l'heure. Nous avons aussi travaillé avec les VOI dans le nord de Madagascar afin de travailler, collaborer directement au sein des communautés locales. Au cœur de la mobilisation citoyenne, nous avons le réseau des SACES. Les SACES qui sont répartis au niveau des régions de Madagascar. Ils sont au nombre de à peu près 200 et ils agissent comme relais citoyens de Transparency International Madagascar au sein des communautés. Ils sont déjà mobilisés à nos côtés pour porter les valeurs d'intégrité sur le terrain. Et nous avons aussi l'Integrity Bootcamp afin de préparer les relèves. Et les relèves, c'est un espace en fait qui consiste d'apprentissage intensif pour nos jeunes leaders afin qu'ils deviennent des leaders engagés, leaders intègres et pour qu'ils puissent transformer la motivation de porter en haut l'intégrité en réalité concrète, en action concrète. Comme annoncé aussi au tout début dans le secteur de l'intégrité politique, nous avons lancé en septembre l'initiative Démocratie Mind, un événement qui a été vraiment un catalyseur de participation et de vigilance citoyenne, contribuant à faire évoluer le contexte sociopolitique, faire plus d'exigences en matière de transparence. Et Transparency International Madagascar agit donc comme acteur de confiance reliant les citoyens, l'institution, les partenaires pour ancrer durablement l'intégrité. Dans le cadre de notre projet Intégrité politique, nous avons aussi rassemblé des partis politiques pour parler concrètement de la transparence du financement électoral, ainsi trouver des solutions sur comment actionner les recommandations que nous avons élaborées ensemble dedans. À chaque année, à l'occasion de la journée de la liberté d'expression le 3 mai, nous organisons en étroite collaboration avec MALN, un grand prix MALN, auquel nous récompensons les journalistes et médias qui produisent des enquêtes rigoureuses, innovantes et transparentes, contribuant ainsi à un journalisme de qualité, à une meilleure information pour les citoyens. En 2025, on a eu l'apparition de 2 éditions du magazine MALN Le Mag. Et puis pour nos centres d'assistance juridique et d'action citoyenne en 2025, ils ont continué leur rôle central pour se rapprocher un peu plus des citoyens, rapprocher les citoyens des institutions et ainsi renforcer la gouvernance locale. Tout au long de l'année, nous avons accueilli plus de 2000 citoyens. Nous avons rassemblé plus de 2400 doléances sur les cas de corruption et ainsi sur les demandes d'information sur les droits des citoyens. Tout ceci afin de répondre de manière concrète à ces citoyens. Nous avons aussi lancé l'opération SOURC. L'opération SOURC qui permet directement de collaborer avec les autorités locales, c'est-à-dire que nous emmenons ces doléances auprès des autorités concernées et nous demandons directement les solutions et les actions concrètes que l'on puisse élaborer avec ces autorités locales. Et puis en 2025, TIMG a poursuivi son action au-delà des frontières de Madagascar,
car la corruption est transnationale et exige une réponse globale. Au cours de l'année, nous avons participé à plus de 17 événements internationaux, partageant ainsi nos expériences et renforçant la coopération régionale et mondiale. Le point d'orgue a été la COSP 11 à Doha en décembre, où TI Madagascar a plaidé auprès de l'État malgache, contribuant à ce que Madagascar devienne co-sponsor de la réalisation, elle dit, sur la transparence du financement politique. Et ceci a été adopté en décembre dernier, le 19 décembre précisément. Tout cet engagement illustre comment les expériences locales peuvent influencer les standards internationaux et renforcer la crédibilité de Madagascar sur la scène globale. En résumé, nous avons travaillé sur 15 projets multisectoriels au cours de l'année 2025. Nous avons touché plus de 3000 bénéficiaires directs dans le cadre de ce projet et nous avons travaillé sur 13 régions à Madagascar. Pour cette année, nous continuons nos luttes, nous continuons nos efforts déjà entamés sur ces secteurs-là. Nous continuons aussi de nous engager auprès des citoyens à travers nos CAJAC. Et aussi, cette année, nous allons poursuivre nos engagements sectoriels essentiels. Cette année, nous allons obtenir notre prochaine accréditation. Nous allons approfondir notre plaidoyer à tous les niveaux et développer nos projets sectoriels, notamment dans l'éducation, la santé, le secteur extractif et l'environnement. Nous renforçons également notre collaboration avec les différentes coalitions nationales et régionales et poursuivons notre renforcement organisationnel afin d'assurer que Transparency Madagascar reste un acteur crédible, stable et innovant pour une gouvernance durable et transparente. Sur ce, mesdames et messieurs, je termine ainsi mon propos sur nos réalisations au cours de l'année 2025. Nous souhaitons ici vous remercier tous en tant que partenaires techniques et financiers, en tant que collaborateurs. Merci à tous d'avoir marché avec nous au cours de l'année 2025 et nous souhaitons que cela puisse continuer afin que nous puissions continuer cet élan, cet effort de lutte contre la corruption et de promotion de l'intégrité au cours de cette année 2026. Merci beaucoup. Merci Yasna pour cette présentation claire et enrichissante qui a permis de mieux comprendre les avancées en 2025, notamment de mettre en lumière les avancées et les actions dans la lutte contre la corruption pour TIMG et pour promouvoir l'intégrité. À travers cette présentation, nous avons pu voir la mobilisation et la participation de différents acteurs, que ce soit public ou privé, mais aussi la participation des communautés et des citoyens et surtout des jeunes pour exiger la redevabilité et la transparence pour des actions conjointes contre la corruption. J'invite maintenant le responsable administratif et financier, Touz Andjanirin, pour présenter le rapport financier. Excellences, mesdames et messieurs, bonjour. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous allonger avec des tas de chiffres, mais je vais juste vous demander 4 minutes de votre temps en toute transparence sur nos finances. Eh bien, toutes ces réalisations, toutes ces actions, ces impacts n'auront pu être réalisés sans le soutien financier de nos partenaires, les diverses donations, ces contributions de plusieurs entités dont je réitère ici, nous réitérons ici nos sincères remerciements pour votre soutien tout au long de l'année. Certes, entre 2024 et 2025, il y a eu une diminution de plus de 30% des sommes reçues par Transparency International, mais quand même, au titre de 2025, nous avons reçu 3,31 milliards 900 milliards venant de nos bailleurs et partenaires financiers et qui se répartissent comme suit. 53% venant des projets qui sont financés
via le secrétariat de TIA de Transparency International, 17% venant de la Commission européenne, 8% venant de Transparency UK, 7% venant de la WWF-MTCO en collaboration avec WWF Suède, 5% venant de Research Justice Network, anciennement PWIP, de l'ONG Malm, de l'UK Embassy et de l'US Embassy. Et comment ces fonds ont été utilisés tout au cours de l'année? Ça se répartit en fait sur cette petite graphique. Un quart des montants reçus ont été dépensés en charge de structure et j'aimerais juste noter qu'il y a eu 3% de ces montants qui ont été alloués à un développement organisationnel de Transparency Madagascar. 28% ont été affectés à la lutte contre la corruption dans le secteur social, dans les ressources extractives à 17%, les droits humains à 11%, le secteur foncier à 6%, l'environnement, l'intégrité politique, la justice sociale et enfin, le dernier, non le moindre, la mobilisation citoyenne et communautaire. Maintenant, pour 2026. En tout, nous avons actuellement 6 projets qui sont en cours et qui représentent un budget total indicatif, un budget total de 226 852 $ actuellement, avec un staff de 31 CDD, CDI et consultants inclus. Et sur ce, nous réitérons nos remerciements envers tous ceux qui ont contribué à ce que ces réalisations aient été possibles pour 2025. Et nous invitons vraiment tous ceux qui veulent marcher à nos côtés afin de nous soutenir financièrement, parce que les temps sont durs, certes. Et sur ce, je vais laisser la parole au plus important de cette journée. Merci. Nous remercions toutes pour cette présentation qui a permis d'exposer les résultats concrets et les impacts significatifs issus de la gestion financière. Nous entrons maintenant au cœur de cet événement et comme vous êtes déjà impatients d'entendre le nouveau score de Madagascar pour 2025, alors sans plus attendre, j'invite Madame Nyaltso Ranjemapian, directrice exécutive de l'association, à prendre la parole. Nyaltso. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Nyaltso Ranjemapian, Nyal pour tout le monde, directrice exécutive de Transparency International. Nous sommes maintenant dans la partie fun de cette présentation. Fun, mais pas tellement, parce qu'en préparant cette présentation de l'IPC, je me suis rendu compte du genre de monde dans lequel nous vivons et du genre de pays dans lequel nous vivons. C'est assez difficile, c'est assez perturbant aussi de voir ce que nous avons encore à faire en matière de lutte contre la corruption. Mais je souris parce que j'ai décidé d'appliquer cette chanson française que j'aime beaucoup qui dit « Souris puisque c'est grave, seules les plaisanteries doivent se faire dans le plus grand sérieux. » Donc c'est grave, je vais sourire. Aujourd'hui, dans les 110 pays où nous travaillons, nous sortons le classement IPC pour 180 pays et territoires dans le monde. Petit rappel de l'IPC, qu'est-ce que c'est? C'est une note, c'est un classement qui sont en fait élaborés par des experts et des connaisseurs, des chefs d'entreprise sur la perception de la corruption dans le secteur public dans le monde. C'est une combinaison. C'est une combinaison de 13 index, donc on appelle ça un indice composite, à partir desquels nous faisons ressortir la moyenne générale et la note donc de l'IPC pour chacun des pays que nous évaluons pendant la période. Aujourd'hui, nous parlons de l'IPC 2025, ça veut dire que nous évaluons l'année 2024.
Tout au long de ma présentation, ce sera donc à propos de l'année 2024. Pourquoi c'est important? Parce que c'est en fait l'indicateur le plus largement connu, utilisé et appliqué dans le monde lorsque l'on parle de corruption. Alors, les objectifs, ça n'a jamais changé. Favoriser la compréhension de la lutte contre la corruption, les enjeux de cette lutte-là, inciter les gouvernements à toujours faire plus en termes de redevabilité, de transparence et de lutte contre la corruption à tous les niveaux. Même si, évidemment, l'IPC évalue le secteur public. J'apprends cette chose. Je découvre. La méthodologie de l'IPC, comme je disais, nous sommes sur 180 pays et territoires. Nous avons 13 sources de données basées donc sur les données de 2024. La première étape, c'est de sélectionner les sources de données, on en a 13, standardiser les notes de 0 à 100, 0 étant synonyme d'un pays très très corrompu et 100 étant le pays qui est le plus clean, le plus propre. Et on n'a pas de note 0 donc, pour cette année, comme on n'a pas de note 100 non plus. On calcule la moyenne et il y a toujours une marge d'erreur parce que c'est un indice qui est travaillé par des êtres humains, donc l'erreur étant humaine. Il y a une marge d'erreur de 1,45 pour cette année. Voici les 13 sources. Ils n'ont pas changé. Elles n'ont pas changé. La manière, en fait, de sélectionner les sources, c'est basé sur... Pardonnez-moi, je vais un peu circuler sur scène. C'est basé sur ceci. Il faut que la source quantifie la perception de la corruption dans le secteur public. Et il faut également que cette source cet index soit travaillé de façon avec une méthodologie qui est fiable. Ça veut dire qu'elle est créée, protégée, valorisée par des chercheurs. Donc tous les index que vous voyez là, ce sont des index indépendants, travaillés par des instituts de recherche, des universités, des chercheurs. Ce n'est pas TA qui les fait, c'est vraiment des instituts indépendants de TA. Nous ne faisons que récupérer les notes pour pouvoir travailler sur la note générale de l'IPC. Il faudrait, pour que l'indice, la source soit retenue, qu'elle puisse travailler sur le pays pendant au moins 2 ans et que, sur le pays au moins 2 ans, et elle est retenue si elle peut couvrir un pays sur 3 années. D'accord ? Je viens de l'âge de pierre. Qu'est-ce qu'on retient sur l'IPC? Voici la liste des formes de corruption que nous retenons lorsque nous parlons de l'IPC. Les pots de vin, détournement de fonds publics, les fonctionnaires qui utilisent leurs fonctions pour des intérêts très privés, la capacité d'un État, d'un gouvernement à lutter contre la corruption, la lourdeur bureaucratique, les nominations basées sur les intérêts, le népotisme, etc., les poursuites pénales efficaces contre les fonctionnaires, l'existence de lois qui divulguent des lois adéquates sur la prévention des conflits d'intérêts, la protection des lanceurs d'alerte, des défenseurs des droits humains et la capture de l'État. Ce qui n'est pas dans l'IPC, c'est ceci. On appelle ça les hors-champs. Tout ce qui est perception venant de citoyens comme vous et moi, ce sont des perceptions qui ne seront pas retenues dans l'IPC. Tout ce qui touche la fraude fiscale, les flux financiers illicites, le blanchiment d'argent, la corruption dans le secteur privé et les économies et marchés informels. C'est important de se rappeler ce hors-champ, en fait, pour ne pas biaiser la réflexion quand il sera venu le moment d'analyser nos scores de l'IPC. Pardon. Je spoil toute ma présentation parce que... Très bien. OK. Parlons de l'IPC dans le monde 2025.
Avec l'IPC, il y a toujours cette note, cette déclination de couleurs. Plus c'est jaune, mieux ça va. Plus c'est rouge, moins ça va. Donc déjà, à partir de cette couleur, vous pouvez déjà vous faire un peu une idée de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe chez nous, rouge vif que nous sommes. Voici les résultats dans le monde. Et c'est là que ça devient un peu difficile, surtout lorsqu'on regarde les enjeux politiques, géopolitiques dans le monde actuellement. Notre note générale d'êtres humains face à la corruption, c'est 42 sur 100. On a régressé, et c'est une vague de régression mondiale. Pour la première fois, 122 pays sur les 180 n'ont pas atteint cette moyenne mondiale. 5 pays à peine ont dépassé un score de 80 s'ils étaient 7 pays en 2012. On a une tendance très inquiétante d'une très forte vague de corruption que les chercheurs pensent que c'est une vague qui va perdurer dans le temps, avec une tendance très inquiétante en Europe, mais particulièrement aux États-Unis. La politique de l'administration Trump a un effet dévastateur sur la lutte contre la corruption et affaiblit nos capacités collectives à faire face à cette corruption. Vous pouvez voir ici dans cette figure les pays qui ont monté en vert et les pays qui ont régressé. Et comme vous pouvez voir, beaucoup ont régressé dans le monde en général. Ça veut dire que cette faiblesse à lutter contre la corruption n'est plus endémique à des pays comme le nôtre, maintenant c'est partout. C'est partout, on est une planète qui est devenue vulnérable face à la corruption. Enfin, je parle comme si on n'avait jamais été très fort face à la corruption. Les têtes et fins de classement. Les bons élèves restent les bons élèves, apparemment. Hein. Les pays, le Danemark, le Finlande, Singapour, Nouvelle-Zélande, Norvège, ont toujours été les meilleurs pays dans le classement, ont eu le meilleur score, pas les meilleurs pays, le meilleur score dans le classement de l'IPC. Et c'est ce que je vous disais au tout début, il n'y a que ces 5 pays qui ont réussi à dépasser la barre des 80. Dans les pays les moins bien classés, n'ont pas changé toujours, Somalie, Soudan du Sud, Venezuela, Érythrée, Libye, etc. Ça, on sait que ce sont des pays qui ont un contexte conflictuel, beaucoup de violence également, beaucoup de mainmise sur l'information, sur la liberté d'expression, la démocratie elle-même. Donc, ça explique pourquoi la note est aussi basse. Depuis 2012, 31 pays se sont améliorés dans le monde en termes de notes de l'IPC, 50 ont régressé et 100 sont restés stables, n'ont pas beaucoup évolué, n'ont pas non plus vraiment régressé. Parlons maintenant de l'Afrique. La moyenne nationale est de la moyenne mondiale est de 42 sur 100, la moyenne africaine est de 32 sur 100. C'est une Afrique qui est soit orange, soit rouge. On a en fait, au niveau continental, toujours un peu de mal à coordonner nos actions de lutte contre la corruption dans le secteur public, que ce soit national ou que ce soit international, transnational. Ça se dit Performance africaine. Sur les 49 pays, 4 ont un score de plus de 54 pays seulement. Une très forte dégradation de la situation de la lutte contre la corruption depuis 2012. Corruption dans les gestions des fonds, entrave à l'accès des citoyens aux services essentiels, à l'information, à l'éducation, à la santé, etc. Impunité qui devient un refrain très, très, très récurrent dans nos pays africains. Et accès limité à la justice. Vous pouvez voir ici les meilleurs scores, Seychelles, Cap-Vert, Botswana, Rwanda. Seychelles a toujours eu une bonne note. C'est la tête de liste parmi les pays africains, bien que l'île des Seychelles a régressé de 4 points. 4 points parce que, en fait, le pays a appliqué, en fait,
a pris des recommandations qu'il n'a pas pris soin d'appliquer à la lettre, donc il y a une régression. Par contre, il y a une très bonne leçon à apprendre des Seychelles. C'est un pays qui s'est doté d'une loi qui protège les lanceurs d'alerte, les défenseurs des droits humains, sous l'appui vraiment très fort de leur président. Donc ça a été porté par l'État, d'où la loi qui existe maintenant. Également, le Rwanda. Le Rwanda, nous avons un chapter au Rwanda qui nous fait cette explication. Chez eux, par exemple, dans le secteur foncier, faire des projets de lutte contre la corruption est presque anecdotique. Et donc, ils ne se lancent dans ces genres de projets sur le foncier que pour mentorer les chapters comme nous, où on a encore vraiment des actions à faire pour lutter contre la corruption. Chez eux, c'est fait. Ils ont cartographié leur terre, sécurisé l'accès à la terre pour tout le monde, ça marche. Donc, pour vous dire qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui peuvent fonctionner, sur lesquelles on peut prendre exemple. Sur ceux qui n'ont pas avancé, c'est l'Érythrée, Somalie, Soudan du Sud. Et ça, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus. En général, et ça c'est une progression depuis 2016, donc dans la décennie, Angola, Côte d'Ivoire, Tanzanie, bons élèves. Ils ont fait de vrais efforts en matière d'accès à la justice, de réforme également sur l'accès aux services essentiels. Donc, ça marche bien pour eux. Ce n'est pas encore jaune en termes de couleur d'IPC, mais il y a de vraies retombées que l'on peut voir et qui expliquent qu'ils ont progressé. 14 points depuis 2016 pour l'Angola. Parmi ceux qui ont régressé, celui qui a perdu le plus de points, c'est l'Eswatini, qui est remonté dans notre fil d'actualité il y a quelque temps et qui a descendu dans le fil d'actualité de l'IPC, qui a perdu 16 points depuis 2017. C'est une mainmise sur la liberté d'expression, une mainmise également sur tout l'appareil d'État pour lutter contre la corruption. Donc, ce qui explique que c'est un pays qui est largement captif et où la corruption s'est installée de façon un peu trop durable. Maurice également a régressé, bien qu'il reste quand même un pays assez économiquement plus fort que nous, mais il a régressé et ça c'est en tout cas pour moi l'une des grandes surprises pour cette évaluation sur la décennie pour l'IPC. Cette année, on a pris 5 thèmes globaux pour l'IPC. Traité de la justice, état de droit, démocratie, intégrité, donc capture de l'État également, l'espace civique, liberté des médias, services publics et inégalité, grande corruption et flux financiers illicites. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, comme je vous disais au début, que nous sommes dans un contexte géopolitique de plus en plus difficile, où en fait la corruption est devenue tentaculaire. Tant et si bien que pour pouvoir vraiment comprendre ce qu'il se passe, il faut vraiment élargir les thèmes à traiter pour avoir une vision générale de l'ampleur de la corruption dans le pays et dans le monde. Le score de Madagascar maintenant. On a perdu un point, les amis. C'est ce que je vous disais en 2024. Ce point qu'on avait eu en 2024, c'est en fait le résultat de la variation d'un index. Ça ne veut pas dire qu'on a vraiment fait un bond ou qu'on a avancé en termes de lutte contre la corruption. Ça veut dire qu'il y a un indice qui a bougé. C'est tout. Donc, il faut vraiment rester vigilant. Pour vraiment dire qu'on a avancé, il faut au moins avoir 5, 6, 7, 8 points sur l'IPC. Là, on avance. Un point de plus, un point de moins, ça veut dire toujours qu'on stagne. Nous sommes aujourd'hui au même rang que l'Ouganda. Nous sommes dépassés par l'Irak, le Cameroun, le Libéria. Nous avons pu dévancer le Mozambique, le Paraguay et le Bangladesh. On a perdu 7 points depuis 2012. Pas d'avancée significative. On a perdu aussi des points
sur notre rang, parce qu'on était à 145 sur... on était à 140 sur 80, sur 180 pays en 2024. On est maintenant à 148 sur 180 pays. C'est-à-dire que ça ne marche pas, en fait, notre lutte contre la corruption. Ne vous inquiétez pas, il y a des points positifs. Je ne suis pas venue pour noircir tout le tableau. Il y a des points positifs, mais je vous dis ce qu'il y a. Je vous dis ce que disent les chiffres. On a perdu un point en 2024 et il y a une raison à cela. Et la raison, la première, la plus importante, ça vient des sources, comme je vous ai dit. Voici les sources qui sont appliquées pour Madagascar. On en a 7. Donc, on les a appliquées depuis toujours, mais je prends les 3 dernières années. Comme vous pouvez voir, pour les autres sources, on n'a pas bougé. On n'a pratiquement pas bougé. Mais là où on descend toujours, c'est sur le Varieties of Democracy Project, ce qu'on appelle le VIDEM. Là, on a perdu 1 point chaque année. Et c'est ça, en fait, qui nous fait régresser ou stagner, on va dire, dans notre lutte contre la corruption. Et je vais donc consacrer un peu de temps pour vous expliquer cette situation et vous expliquer aussi l'indice via cet indice VIDEM. Pourquoi on régresse toujours? Le VIDEM, en fait, c'est un centre de recherche suédois qui se spécialise dans toutes les questions de démocratie. C'est la plus grande base de données mondiale sur la démocratie. Plus de 31 millions de data qui sont en fait, qui touchent des centaines et des centaines de dimensions, d'aspects, de concepts liés à la démocratie et qui sont traités par plus de 4000 experts dans le cadre des recherches qu'ils font. Ils ont sorti aussi, en même temps que l'IPC, le rapport 2025 sur la situation de la démocratie dans le monde et qui explique en fait le cas de Madagascar. En général, ce que dit le VIDEM confirme ce que dit l'IPC en termes de la situation mondiale. Parce que, selon ces recherches-là, nous sommes aujourd'hui dans un niveau de démocratie qui est égal à celui que nous avions en 1985. Nous régressons beaucoup. Et depuis 50 ans, c'est notre niveau le plus bas. Quand je dis notre, c'est vraiment, je parle du niveau mondial. Pour la première fois, depuis les années 2000, les pays autocrates sont plus nombreux que les pays de démocratie. Et on assiste à une vague mondiale d'autocratisation. J'utilise le terme qui est utilisé dans les rapports pour être fidèle à ce que le VIDEM dit. On a des milliards de personnes qui vivent dans un pays en voie d'autocratisation et des millions qui sont en voie de démocratisation. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui vivent dans l'angoisse, dans la peur, dans la corruption, dans la non-démocratie, que de personnes qui vivent dans une démocratie saine, qui permet à tous de participer de façon claire et sereine. Il y a eu 44 pays où on a eu de vraies atteintes à la liberté d'expression et Madagascar en fait partie. Que dit le VIDEM sur Madagascar? Nous sommes considérés comme un pays d'autocratie électorale. J'ai cherché à comprendre et ça veut dire en fait que c'est un pays où les élections existent, mais pas la démocratie. Et que le vote ne change pas les choses. Ce qui me fait sourire parce que j'ai tendance à croire que c'est la vérité. Nous sommes un pays considéré aussi en voie d'autocratisation. Pas encore dans le vrai cauchemar, mais on est vraiment au bord. Tant et si bien qu'en 2025, parce qu'il y avait cette vague de régression démocratique dans le monde, le VIDEM a décidé de créer une watchlist des pays qu'il pense devoir appliquer une certaine forme de vigilance parce que le comportement général de l'État dans ce pays devient délicat
pour la démocratie en général, pour les citoyens en particulier. Et nous sommes dans cette watchlist de 7 pays, la Chypre, Namibie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Togo et Madagascar. Et voici ce que dit le rapport. À Madagascar, certains développements inquiétants incluent l'emprise étroite du président Andrade sur les médias et l'appareil sécuritaire, ainsi que des attaques contre l'opposition et les dissidents. C'est le rapport 2025 qui parle de l'année 2024. Alors, là, vous ne voyez pas trop parce que le dessin est petit, mais je vais vous montrer. Ça, c'est la figure qui a été produite par le VDEM pour en fait montrer où sont les différents pays. Ici, on a les pays en voie de démocratisation en violet, et ici, en rose et en rouge, les pays qui sont en voie d'autocratisation. Et nous, notre cher pays, Madagascar, il est là. Vous voyez? Comme je disais, on est au bord du cauchemar. Pas encore dedans, mais on est là. Donc là, il y a vraiment une vigilance à faire parce que nous avons la preuve scientifique, mathématique, que nous sommes entrés dans une voie assez délicate. J'espère qu'on est dans une démarche d'en sortir parce qu'on a quand même fait des choses en 2025 pour nous sécuriser un peu, mais c'est à nous après de protéger nos acquis. Mais que s'est-il passé cette année 2024-là? Je ne peux pas parler de toute l'actualité, je parle de celles qui peut-être ont fait beaucoup de bruit. En 2024, il y a eu 3 responsables de Madagascar Airlines, dont le DG par intérim, qui ont été... Est-ce que quelqu'un peut m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Pardon. Placés en détention préventive. Ça s'est passé en 2024. Je ne vais pas revenir sur ce sujet, mais pour vous dire qu'il y a quand même eu des affaires assez importantes liées à la corruption qui se sont produites dans notre pays. On se rappelle aussi de cas de cette dame qui voilà. Merci, tu peux, Tofet, merci. C'est un cas assez, symbolique parce que elle a été donc condamnée pour corruption alors qu'elle occupait quand même un poste très proche du président. C'était vraiment une situation quand même assez catastrophique. Ça s'est passé en 2024. Je préfère ne plus commenter parce que ça fait partie des choses qu'on a du mal à... Le cas de la Jirama aussi en 2024. On se souvient ici des détournements et abus de fonction. On se souvient également de cette étape où il y a eu des acquisitions illégales de groupes électrogènes. La Jirama a beaucoup fait parler depuis longtemps, mais en 2024, il y a eu plusieurs actualités sur la Jirama. Au-delà de pas d'électricité, pas d'eau, contrat léonin, etc. Il y a aussi d'autres situations de ce genre qui font que nous sommes en face d'une entité qui est quand même assez handicapée. Si vous voulez avoir plus d'informations, sachez que MALN, notre bras armé, comme disait ma collègue a produit des investigations et des recherches sur la situation de la Jirama qui sont intéressantes à voir pour expliquer la situation. L'infrastructure routière où la société civile a questionné sur les transparences des fonds utilisés pour cette construction routière-là. Mais 2024 a aussi été une année où il y a eu beaucoup de trafic d'espèces sauvages, des lémuriens, des tortues, etc. Et c'est vrai que ça a quand même révélé la vulnérabilité de Madagascar sur certains sujets liés à la protection de notre richesse naturelle. Il y a eu des élections en 2024 et j'ai utilisé ici l'information sur notre l'OSC sœur Safid qui travaille dans le secteur des élections et l'observateur électoral. On se souvient qu'il y a eu une centaine de signalements. On se souvient que c'est aussi des élections qui n'ont pas été assez exemplaires, ne serait-ce que sur le traitement des listes électorales, sur le traitement également
le comportement des candidats. À ce jour, nous attendons toujours les résultats, les rapports du CCFVP qui est censé en fait nous donner les rapports des dépenses de campagne des candidats. On ne l'a pas eu pour les élections présidentielles, on ne l'a pas eu pour les parlementaires, on ne l'a pas eu pour les sénateurs et je me demande si on les aura jamais. Je me demande s'il y a une volonté pour le CCFVP d'aller taper à la porte de ces gens et pour les candidats de vraiment faire le travail de redevabilité qu'ils devraient faire en fait, parce que c'est la loi. Et si on pense briguer un poste, briguer un mandat au service de la population et de la République, la moindre des choses, c'est de respecter la loi de cette République. La moindre des choses, c'est de jouer le jeu clair du processus électoral. Donc, s'il y a des partis politiques aujourd'hui ici, c'est un énième appel, un appel gentil, mais un appel quand même, pour vous dire, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment faire cet effort de transparence, de redevabilité. Il y va de votre crédibilité, il y va aussi de la protection de notre processus électoral et donc de notre démocratie. C'était le départ du second quinquennat d'André Duel qui disait vouloir combattre la corruption au sommet de l'État. Il dit beaucoup de choses. Comment vous dire ça? Je préfère. Après, je commenterai. Mais il y a eu aussi des choses positives. Des choses positives parce que nous avons un système anticorruption qui, malgré les moyens limités qu'on leur donne, peut travailler. Pour 2024, je parle bien de 2024, nous avons eu plus de 500, un peu moins de 600 enquêtes réalisées par le Bianco. 1 milliard... 100... Comment lire ça, les amis? Beaucoup de milliards d'opérations financières suspectées, analysées par le SAMIFIN, 18 milliards d'arrières d'avoirs illicites confisqués par le PAC, 489 milliards d'arrières et divers biens saisis par la RAI, plus de 5000 déclarations de patrimoine enregistrées, et nous avons aussi réussi à démarrer le travail sur l'élaboration de la stratégie nationale de la lutte contre la corruption. Est-ce que c'est un petit pas? Est-ce que c'est un grand pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour ma part, je suis quand même positive sur le fait qu'il y a des choses qui marchent, bien qu'on peut mieux faire si on décidait de mieux financer notre système anticorruption. Mais il faut faire ça, il faut faire ce travail-là. Il faut vraiment le faire pour que la chose fonctionne. Je sais qu'il y a des gens qui font aujourd'hui le plaidoyer de supprimer le SAC, le système anticorruption. Supprimer pour mettre quoi? Quel genre de balise? Est-ce qu'on supprime pour le vide? Et est-ce qu'avec ce vide, on va créer d'autres portes d'entrée pour d'autres formes de corruption, alors que celles qu'on a déjà, on a du mal à les poursuivre? Vous comprenez la logique? Je sais qu'il y a un raisonnement derrière cette idée de supprimer le SAC, mais je pense aussi que si collectivement, on pense que c'est un système qui ne va pas, la première chose, c'est auditons la chose. Essayons de comprendre où est-ce que ça ne va pas, si ça ne va pas, et comment le faire mieux. Je suis vraiment dans une logique de comment j'aide, comment on peut apporter une meilleure réflexion aux choses et comment travailler ensemble. Il y a toujours une partie un peu prêche à chaque fois quand on fait ce genre d'exercice. Les causes probables de notre stagnation, parce qu'évidemment qu'on a stagné. On a stagné depuis 10 ans, on stagne toujours. Je parlais de manque de moyens alloués à la LCC, également aux organes qui sont chargés de faire le travail de lutte contre la corruption. On a aussi cette question d'immunité, d'impunité, d'instrumentalisation de la justice, manque de réalisation des engagements internationaux en termes de LCC. Et bien sûr que c'est un État captif. C'est l'État le plus captif jamais vu, je pense, ces dernières années, à Madagascar. Lorsque tout ceci, accompagné des soucis qu'on a tous les jours, pas d'eau, pas d'électricité, pauvreté, hausse des prix, moyens de transport, les routes, la sécurité, la qualité de l'éducation, la qualité des infrastructures d'accueil, que ce soit de la santé, soit de l'éducation. Lorsque tout ceci
lorsque tout ceci devient stagnant et que lorsque tout ceci devient un quotidien chez les gens sont fatigués. Bien sûr qu'ils manifestent, bien sûr qu'ils doivent protester. Tout ce qui s'est passé en 2024, en termes de chiffres, en termes de faits, en termes de perception, voilà pourquoi nous avons eu septembre 2025. Les gens sont fatigués, la corruption est fatigante, la pauvreté est fatigante. Je pense qu'on n'aurait pas dû s'étonner que la Gen Z a décidé de se mobiliser, parce que de nous tous, ce sont les premières victimes de la lutte contre la corruption, en fait. Parce que c'est eux qui vont prendre tout le travail, tout l'échec de nos décisions. C'est normal qu'ils soient les premiers mécontents, les premiers à descendre dans la rue, pas les premiers mécontents, parce qu'on a toujours été très mécontents. Mais tout ce qui s'est passé en 2024 et bien avant, voilà en fait l'explication de septembre 2025. Et on ne devrait pas s'étonner que la population se manifeste, conteste, soit en colère. Si vous leur privez de leurs droits de façon permanente et un peu trop longtemps, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut aussi dire ceci, cette corruption, si elle persiste trop longtemps et qu'on ne décide pas d'être plus fort, plus vigilant, de mieux financer, de mieux nous outiller, on aura toujours cette vague de colère qui va nous suivre tout le temps. Et ça, on n'a pas toujours les moyens, ne serait-ce que psychologiques, pour affronter cette situation-là. Donc vraiment, c'est le moment de redémarrer sur de bonnes bases. Et puisque c'est grave, faisons-le avec le sourire, parce qu'on n'aura peut-être pas plus de seconde ou de troisième ou de quatrième chance. C'est peut-être notre chance d'inverser la vapeur. J'arrive à la fin de ma présentation et le président de la refondation disait ceci: le développement du pays passe avant tout par un changement profond des mentalités et un rejet catégorique des actes de corruption. Pour développer Madagascar, il faut commencer par changer des mentalités, résister à toute forme de corruption à tous les niveaux de la société. C'est ce qu'il dit et c'est ce que nous devrions vraiment vérifier dès maintenant sur les agissements, sur les décisions et même sur la manière de communiquer. Personnellement, si vous me demandez si ces 4 derniers mois sont révélateurs d'un vrai engagement de lutte contre la corruption, j'aurais beaucoup de mal à vous dire oui ou non, parce que je suis encore dans cette situation et je pense que beaucoup de personnes sont encore dans cette expectative de ne pas vraiment savoir ce qui se passe. Première chose, être clair. Est-ce qu'on a des gens de l'administration? J'espère que oui. Il faut être clair dans qu'est-ce qu'on fait. Et c'est pour ça que la société civile fait ce plaidoyer de faire une déconcertation inclusive, nationale. Parce que si on ne sait pas où on va, comment on va faire les choses, de quelle façon, par quelle philosophie, par quelle attitude, on sera toujours condamné à revivre ce qu'on a rejeté. Et personnellement, je ne veux plus revivre l'avant septembre 2025. C'est juste pas une vie acceptable pour moi. Je pense que pour vous et pour vos enfants aussi, ça ne devrait pas l'être. Donc c'est le moment de réfléchir comment on va faire ensemble. On a cette SNLCC, faisons-la vivre. Faisons-la vivre, faisons-la vivante. Tous les acteurs, tout le monde, se mobiliser pour faire avancer ce travail ensemble. J'aimerais, puisque je suis là, aussi faire un plaidoyer sur la politique d'une certaine austérité. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai vu la somme pharaonique des indemnités qui ont été versées ou reçues ou je ne sais quoi, de la part, pour certains hauts conseillers, bon, il y en a 5, je ne sais pas pourquoi il y en a 5, est-ce que vous le savez, vous? Est-ce que c'est utile qu'il y en a 5? Je vous pose la question pour réflexion parce que moi je n'ai pas la réponse. Et je me pose la question, si tout ceci avec autant de budget, autant de personnes, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Et toutes ces indemnités de centaines de millions dans un pays où on est vraiment pauvre, mais pas pauvre, c'est pauvre, très pauvre. Il faut vraiment qu'on ait une certaine idée de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble dans ce pays et pour ces gens,
que nous servons tous, parce qu'on est tous là, parce qu'on sert les gens, on sert nos concitoyens. Voici nos recommandations, celles de TIA Madagascar. En novembre, nous avons produit une liste de recommandations générales et sectorielles que nous avons remis au président de la refondation pour qu'il y jette un œil et pour qu'il fasse le travail, en fait, avec son équipe, parce que c'est ça aussi prendre le pouvoir. Recommandation, comme je disais, je le dirai toujours, augmenter le budget alloué à la LCC et donc au système anticorruption. Renforcer les efforts d'assainissement des marchés publics déjà initiés. Mettre fin à l'impunité. Réviser les statuts à immunité. Voter la loi pour l'accès des citoyens à l'information en caractère public. Il y a déjà eu un travail qui a été fait et on me dit que le texte est bloqué au niveau du Parlement. Est-ce qu'il y a des parlementaires dans la salle? En fait, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous aider à faire avancer, on veut pouvoir discuter, parler, dialoguer. Qu'est-ce qui se passe? Comment on vous aide? Comment on fait avancer ce plaidoyer ensemble? Parce qu'on ne peut pas éternellement attendre cette loi. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps et cette attente est une attente qui coûte beaucoup d'argent. Donc, s'il y a quelque chose qu'on peut faire, si vous voulez que vous vous rencontrez avec la société civile, parler ensemble, etc., la porte est ouverte, on viendra vraiment, on viendra avec le sourire, on viendra en paix, comme on dit. Et voter la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Je sais qu'il y a déjà une initiative... je pense menée par le CSI, il me semble, qui est déjà en route, et c'est très bien. Faisons ça. Parce que en fait, ça me fait sourire parce qu'il y a un an, j'ai fait une conférence de presse avec un certain général. Il était invité à un événement où j'étais et j'ai fait le plaidoyer de faire passer cette loi pour la protection des lanceurs d'alerte. Et il était là, il a complètement descendu les lanceurs d'alerte. J'étais vraiment dans mes petits souliers. Et j'ai dû refaire une conférence de presse pour expliquer qu'est-ce que c'est un lanceur d'alerte, qu'est-ce que c'est le lancement, etc. Et je me rends compte qu'il y a un travail de plaidoyer qui ne passe pas du tout. Il faut voter cette loi. Parce que sans la protection des lanceurs d'alerte, on ne va pas arriver à faire une vraie lutte. On ne va pas y arriver. Les gens auront toujours peur. Ils auront peur de dénoncer parce qu'ils n'auront pas de protection. Pour protéger notre lutte et protéger nos concitoyens, il faut voter cette loi. Respecter les engagements internationaux en matière de LCC. Asne parlait tout à l'heure de l'engagement qu'on a pris sur la COSPE 11 à Doha en matière de transparence des fonds de campagne, transparence électorale. Eh bien, puisqu'on s'est engagé, engageons-nous et faisons une loi qui fait qu'on plafonne les fonds de campagne et on oblige nos partis, nos candidats à être transparents sur leurs fonds de campagne et on obligerait notre État aussi à être redevable sur l'affectation des biens utilisés pendant la campagne électorale. Parce que je me souviens qu'on a fait une investigation à travers Maln et on sait que sur les élections présidentielles, il y a eu des biens appartenant à l'État qui ont été utilisés par le candidat qui a remporté les élections du reste. Enfin, les recommandations de TIA, le mouvement. Je vais me rapprocher parce que je ne vois rien du tout, j'ai oublié mes lunettes. Sur les points essentiels sur le thème de l'IPC, TIA, le mouvement, recommande de garantir une justice indépendante, transparente et accessible à tous, de renforcer la lutte contre les influences indues en politique. On parlait tout à l'heure de financement des sources de financement des campagnes électorales, de donner accès à la justice aux victimes de la corruption, de préserver la société civile et les lanceurs d'alerte, d'améliorer la surveillance et la transparence des services publics et les budgets, et de prévenir, détecter et punir la corruption à grande échelle
et les flux financiers illicites. Pour terminer cette présentation, je vais vous lire le message de notre directrice générale au siège de Berlin, Mayra Martini. À l'heure de la crise climatique, de l'instabilité et de la polarisation, le monde a plus que jamais besoin de dirigeants redevables et d'institutions indépendantes pour protéger l'intérêt général. Pourtant, nous sommes bien loin. Nous appelons les gouvernements et les dirigeants à agir avec intégrité et à se montrer à la hauteur de leurs responsabilités afin d'offrir un avenir meilleur à leurs citoyens. C'est le message de TA International et c'est aussi sur ce message que je conclus ma présentation. Merci à tous. Discutons, les amis. Je veux bien passer le micro si quelqu'un a des... Oui, Manu ? Non, c'est bon. Nous donnons maintenant la parole à vous, cher public, pour vos questions. Et cette session de questions-réponses se déroulera dans la langue de votre choix. Vous êtes libre de parler en malgache ou en français. Et nous allons recueillir successivement une série de 3 questions auxquelles les intervenants répondront. Questions ou remarques, et tout le monde peut répondre parce que je n'ai pas la science infuse non plus. Juste une petite remarque pour le choix du français, c'est juste pour des questions pratiques. N'y voyez pas de déni de notre très chère langue nationale. On n'a pas notre traductrice aujourd'hui, c'est pour ça. Afaka maketalu rawachaka ça misaotra anareo an'le présentation an'io IPCU ny fantaniko dia momba le Zafat, si tu peux te présenter parce que les gens me connaissent. Ok. Manao ana daholo tompoko a izahy Ery Sorabary dia membre ao amin'ny Transparency International Initiative Madagascar. Manana fantaniana kely momba an'le resaka système anticorruption. Lazainao teo hoe misy mieritreritra hoe ho foanana le zay zavatra zay. Afaka resana bebe kely kokoa ve momba an'izay zavatra zay dia mety hoe inona le toe-tsainy zareo ao ambadika izay zavatra zay. Aloha zareo mieritreritra ny mahafazo no manazava fa samantsy teo anatin'izay fieritreretan'izay raha misy antokony anao an'ilay sony ray amin'ireo atoko telo amin'ny zato atao anatin'ny efitrano dia afaka mandray fitenenana manazava ny eny tompoko. Faly miraba tompoko Rakoto Voarivo président ny antoko HVM. Za anisan'le tsy nanao sonia aloha tsy hamaly an'iny fa ny fanontaniako nanaitra fotsiny dia le hors-champ le hoe corruption au sein du secteur privé ngamba izay. Za nefa ny anisany manelingelina ary maheno foana ny tatitra ataon'ny reto anatin'ny saky moa le fiteninareo le système anticorruption dia ohatran'ny taitra ry zareo rehefa mipotra le izy. Za moa ny taitra rehefa mitantara izy hoe hitanay izy io fa hitanareo ihany moa sarotra le zavatra atao. Nefa ny tiako atongavana dia manontany tena ary nareo mety mahafantatra an'le izy raha misy zavatra tena manahirana antsika dia le lazainareo amin'ny terme frantsay hoe captage n'ilay fanjakana. Misy karazana orinasa lehibe eto amin'ny firenentsika na lehibe na kely dia na iza ny eo dia tonga izy amin'izay fomba mampanao zahay. Tsy voandroany, tsy voamaly, tsy fakomalo zany fa ataonareo hors-champ izy amin'izao fotoana izao. Tsy nareo fa ilay méthodologie mihitsy zany. Za ohatrany mino mihitsy resy lahatra mihitsy fa marina mety betabe mpiasa-panjakana ny tratran'izany na majinga na lehibe fa ireo ny tena mamono ny firenentsika ary manao an'izay. Raha manana hetra aloha izy 5 milliards tsy andohany iny izy fa aloha ny corrompre an'le mpiasa-panjakana dia mba 1 milliard sisany alohany dia rehefa aveo tsika motaitra daholy
rehefa jerem-potsiny eo foana le olaka zay fotsiny mpifanontaniko fa tsy miala belatra be maninona re raha ohatra ny atsika na etude hafa ataonareo ahoana kay a no fijerinareo an'izany ny toko hoe ny tsindry eo amin'ny lafiny ara-tsosialy ary économique ara-pitantanana ataon'ireo karazan'olona investisseurs nationaux et ou étrangers eto amintsika sika rery io fa marariny io Afrika no mahatonga ny olona zany ny fomba hoentiny miasa eto amintsika de mba ahoana satria tsika anisany manana modèle tsara indrindra ngamba eo ry zareo reo amin'ny système anti-corruption de mbola reo ihany isika zany tanina fotsiny mpitondra fa mpitondra koa nareo amin'izay sehatra misy anareo de maninona tsika no eo sora topiko tsy hoe maly an'le fantaniana satria misy zavatra tsy voavaliko any azon'le méthodologie mantsy ny tsy de tena onatra zany efa iny le méthodologie nampiasaina de le agrégation le data avoakan'le index zany tsy mikitika mihitsy an'le secteur privé zay mahatonga an'izy hoe tsy ao anatin'le tsy ao anaty hors champ izy kanefa marina le voalazanao teo hoe tena isan'ny olana le tsy fafana manaramaso izy mampiasa vola izy avy amin'ny orinasa izy satria avy eo koa ny diran'ny fambaboana fanjakana voalohany raha tena hoe zay vitanay eo amin'izay tandrifinay amin'ny fikambanana madinika anay de manana an'le atao hoe club ABC izahay zay fiombonana entreprise zay mieritreritra ny tsy hoe mieritreritra vonina ny ady amin'ny kolikoly ary amin'ity taona ity efa misy ataontsika hoe tetikasa tiana atao anatin'izay ABC zay misy fiofanana manokana ho ataon'izy telo das senior management team amin'ity mikasika an'izay zavatra zay ho atoatsy mars etc je valide de maninty izy de zana isan'izay inty izy zay aspect secteur privé zay satria tena mbola tsy mbola tena niasana be le izy ary mbola ataoko hoe teo amin'ny telo taona tao tsika na roa taona no nanomboka niditra ao anatin'le anti-corruption business club fa le tandrifinay aloha zany afaka ataonay izay koa tsy afaka manao zavatra ngeza be amin'ny on est une association une toute petite donc fa zany akory tsy manakana hoe miara-miasa isika satria efa zay zao ny démarche tokony atao miaraka on va pas s'en sortir en jouant cavalier seul en fait on va pas misaotra betsaka madame Yaly misaotra indrindra amin'ny fanasana avy amin'ny TI ary isan-taona rehefa miatrika proclamation io moa ohatran'ny olona rehetra mianatra miasa ianao mianatra ianao mandritry ny taona de tsy maintsy misy ny remise de bulletin fizarana ny note nanahoana ny ezaka zay natao izay no mahatonga rehefa tonga salamizao matetika mitaintaina kely foana alohan'le proclamena le résultat de iny moa ny vokatra tena mankasitraka izay avy ato amin'ny système anticorruption mbola mety misy resaka reto namako reto dany hoe rafitra miady amin'ny kolikoly mankasitraka ny TI amin'ny famoahana an'izay résultat zay ary everiko fa nampiavaka tamin'ity ndray makaty somary nisy détail fanazavana le pourquoi du chiffre amin'ny IPC fa tsy de tena hoe navondrona fotsiny anatiny hoe reto no antony mahatonga an'io fa le fomba mety hoe ahafahana miexpliquer an'le hoe na le mety hoe fiakarana kely tamin'ity moa fidinana kely tao anatiny zava-dehibe loatra satria niady amin'ny kolikoly averiko foana ty isaka ny mandray fitenenana tsy raharahany rafitra miady amin'ny kolikoly irery ihany fa tena Madagasikara ny resaka firenena ny resaka ary ty efa niteneniko foana na izy na iza ny teo de naveriko foana ary mbola nresahako tamperarem zay ny ady amin'ny kolikoly c'est l'État malgache qui s'est engagé en faveur de la lutte. Donc c'est l'État qui doit lutter ensemble. Zany hoe ny population ny rehetrarehetra ary ity miverimberina amin'ny stratégie nationale ny condition sine qua non ny ataontsika hoe réussite de la lutte contre la corruption
La première, c'est la volonté politique. Et la deuxième, qui n'est pas la moindre, c'est l'engagement citoyen à la base. Fa raha vao miombona sika ao anatin'ny ady a dia mahita réussite foana anatin'io ady iombonana io. Misaotra betsaka amin'ny nanomezanao an'ilay fanazavana fatao amin'le resaka liberté d'expression, démocratie, ny tena anisany hoe nampatina antsika, fatatsika tsara ny zavatra nitranga tamin'ny 2024. Ny tantara tsy fanadino antsika rehetra nanatrika an'izany, fatatsika izany. Ary io isaky ny misy événement eto amin'ity firenena ity izay saky ireo dia efa manampoy mauvaise note. Vao misy zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity dia efa ampoizina mauvaise note. Nitranga reny zavatra reny tamin'ny 2025 dia miandry ny résultat an'iny tsika amin'ny 2026. Zany hoe 2027 zany izy proclamé. Dia io zany misy akony foana amin'ny notation any Madagascar ny zavatra rehetra. Fa ny tsara indrindra mila mahay makalesona. Tiako be ny intervention any président teo mahakasika ny amin'ny fomba fanehoany hevitra fa ilaina mihitsy isika parlementaire, isika ao amin'ny exécutif mahita an'ireny zavatra reny. Nisy recommandation rehetrarehetra voafaritra teo toutes les recommandations sont très importantes. Ary rehefa miady varotra an'io anao any amin'ny mpanapa-kevitra rehetrarehetra matetika misy réticence foana, sode kanefany ilain'ny firenena manomboka sy mandroso amin'ireo zavatra reo. Raha tsy resaka fotsiny amin'ny resaka protection na lanceur d'alerte à maintes reprises soutenir an'io foana isika. Izahay tato amin'ny système anticorruption ianareo amin'ny TI sy ny société civile tadidiko ny fivorintsika tany amin'ny Solim Hotel ny soutenir an'io foana. Fa ndraindray misy hésitation zay ataoko hoe tsy any amin'le fond no tokony ampihésité, peut-être mety forme satria ny olona rehetra tsy voatery nanao lalàna ka tsy any amin'ny forme re tompoko no tokony hoe ampihemotra. Fa ny fond rehefa resy lahatra hoe tokony atao mirosotsika fa ny forme afaka hifanarany ohatra ny ahoana ny mety hoe mampiala ny souci an'ity, mampiala ny souci an'reto. Fa le fait que hoe izy tsy miexiste iny maratsy ny notationtsika en terme d'IPC. Ary zay ny teneko hoe io tsy resaka enquête fotsiny ihany any amin'ny Bianco na poursuite sy condamnation aty ampaky fotsiny, hitantsika tsara ny agrégat rehetrarehetra teo. Fa tsy zay ihany. Ary mbola anatin'ny ngeza be anatin'io fa tsy mety miavancé, izy aloha tsy latsaka resaka transparence budgétaire. Matetika zany izahay anivon'ny Bianco mandresy lahatra ny commune hanao un budget participatif fa ny aty amin'ny ambovonana tsy manao budget participatif. Raha tadidina tsy voasoratra teo moa tsy hitako ny any Benin fa nisany nampiakatra ny PC any Benin na score ny Benin dia resaka transparence budgétaire. Ary zay tokony arahantsika eto Madagascar raha tiantsika ho tsara ny PC aza ankinina fotsiny amin'ny zavatra mahazatra ny masontsika na ny sofintsika le izy fa hiato ao anatin'io ao na resaka transparence na resaka participation na resaka tena hoe ataoko hoe le resaka lutte contre l'impunité. Et hitantsika tsara ny recommandation teo resaka ina ty izy teo lutte contre ino moa ty izy fanalana le sakana obstacle immunité. Eto dia hiteny ialako tsiny amin'izay mety hoe tsy dia tena hoe resy lahatra amin'izany. Nanao an'ilay loi de finance itsika tao amin'ny parlement voafarany teo. Za dia nanoratra tany amin'ny député maromaro. Occasion zao hanalantsika an'ilay hoe immunité d'enquête. Za tsy miteny aminareo hoe immunité de poursuite. Le hoe mila ordre de poursuite ianareo député manana an'izany na ordre na autorisation de poursuite tsy zay ny tiako resahana. Fa enquête mba fantatra antsika moa ny any manana an'izany eto Madagascar et je pense que maneran-tany ny ao amin'ny impôt sy ny ao amin'ny douane. Reo ihany manana an'izany. Zany tsy hoe alahelo an'izany any amin'izareo sanatria tsy zay fa sakana io satria ny enquête eny constatation de l'infraction raha vao ianao anao constatation de l'infraction dia fa angatahanao sahady hoe fa inona keny mahazo an'ity olona ity satria zay le izy zao fa misy hitako indray misircule eo vao anao réquisition zay dia mangataka hono hoe élément de fait. Mais pourquoi ianao raha vao manomboka mangala information zay mbola confidentielle makasika ny olona io tsy maintsy misy foana ny corporatisme ao.
ary zay tsy mampahomby an'le ady ka eto izahay a de tena te hisaotra anareo amin'ny etsika zay nataontsika fa ity a entanjaray morazaka ary asa vadidrano tsy vita raha tsy fanakona eo izahay manaiky izay rehefa misy mauvaise note mandray lesona izahay a atao anatin'ny système anticorruption satria mbola tsy efficace ny ady na ina no lazainay na ina no teneninay mbola tsy efficace ny ady fa saingy mila tanana mila tolo-tanana amintsika rehetra fa mila miara-miady isika azahoantsika résultat tant attendu makasitraka tompoko. Merci, merci madame. Je vais me permettre de m'exprimer en français, si ça c'est OK. Je voulais remercier Transparency International, l'initiative Madagascar pour la journée d'aujourd'hui, pour votre travail qui a été présenté si bien aujourd'hui, ce que vous avez fait dans les dernières 25 années, ce que vous avez fait l'année passée, et aussi pour le rapport. J'étais déjà là l'année passée au rapport 2024 et je trouve que c'est très important d'avoir le rapport chaque année. Parce que ça permet non pas seulement de faire une photographie de la situation, mais aussi de reconnaître les tendances dans un sens et dans l'autre, et à un niveau international, mais aussi à un niveau justement de Madagascar. Alors merci pour ce travail et pour votre engagement en général. Maintenant, peut-être... deux questions si vous permettez. D'un côté, une remarque, 2024 me paraît si loin, n'est-ce pas, me paraît si loin si je pense à ce qui s'est passé dans ce pays l'année passée, septembre, octobre, et si je pense à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous avez mentionné quelques éléments de cela. Nous nous trouvons dans un processus de refondation, mais néanmoins, je pense que l'analyse reste importante comme aussi point de référence, n'est-ce pas? Et les recommandations, comme je crois l'a mentionné, si j'ai bien compris, le directeur général de Bianco, restent importantes pour la lutte contre la corruption dans ce pays. Deux questions, madame. Une, par rapport à vos sources. J'ai cru comprendre que les sources sont surtout de nature internationale, si j'ai bien vu la liste. Je voulais vous demander si vous regardez aussi des documents produits ici à Madagascar. Je pense par exemple au rapport d'audit de la Cour des comptes. La Cour des comptes est très active dans différents domaines, hein, et il y a des rapports d'audit. Et je me posais la question, est-ce que ces documents-là et d'autres produits à un niveau Madagascar sont aussi regardés ou peut-être pas? Et deuxièmement, vous avez mentionné un des points positifs de l'année 2024, c'était l'adoption de la stratégie nationale lutte contre la corruption. Et je voulais vous poser la question, quelle est votre évaluation à ce stade de la mise en œuvre de cette stratégie? Parce que c'est un document quand même, moi je crois, qui a été salué par tout le monde. C'était le résultat d'un processus positif, un document valide, et quelle est votre analyse une année après l'adoption? Où sommes-nous par rapport à la mise en œuvre de ce document? Merci beaucoup. Je vais répondre par la question, à la question de la SNLCC. Bon, je pense qu'on n'est pas encore assez loin dans la réalisation, dans le travail qui a été fait pour pouvoir vraiment poser une évaluation, on va dire, arrêtée sur la situation. Mais je vois quand même qu'il y a des engagements, en tout cas de la part de la société civile, une organisation qui est en train de se mettre en place pour participer à la réalisation de cette stratégie. Sans doute que l'année prochaine, je pourrais dire quelque chose d'un peu plus conséquent. Mais là, pour l'instant, je vois qu'on s'organise, etc. Mais ce n'est pas encore dans la vitesse de croisière non plus. Tu me confirmeras, je parle sous ton contrôle. Mais je n'ai pas de doute que c'est une stratégie qui peut nous porter. Parce qu'elle a été créée et travaillée de façon inclusive. Maintenant, s'il y a des doutes, comme tout document, j'espère que c'est un document qui reste vivant, que l'on peut toujours ajuster, améliorer, etc. Mais
mais c'est bon de l'avoir. C'est important d'avoir ce cadre-là pour que nous puissions avancer ensemble, quitte à se remettre en question en cours d'année, en cours de route après, parce que je pense que c'est prévu qu'il y ait une évaluation. Et d'ailleurs, oui, qu'il y a une évaluation périodique, etc., qui nous permettrait de voir où nous en sommes et d'avoir un peu un tableau de bord sur la situation et sur notre avancement. Je ne peux pas encore me poser maintenant là sur une évaluation qui soit vraiment solide, parce que c'est encore assez embryonnaire, mais je ne suis pas insatisfaite de ce qui se passe, en tout cas dans le travail que l'on essaie de faire. La première question était... Comment ? Ah oui, oui. En fait, ce n'est pas TA, le mouvement, qui fait les recherches. Chacun des indices sort d'enquêtes indépendantes faites par des universités, des instituts indépendants ailleurs. Je vois que dans le rapport du CPI, il y a des sources malgaches, mais pas beaucoup en fait. Mais comme je disais, nous n'avons pas l'emprise sur les instituts, sur les fondations et les universités qui doivent faire le travail indépendamment. Et on n'est même pas au courant quand ils font le travail. On n'est pas du tout consulté. C'est un travail qu'ils font de façon très indépendante. Et nous, TA, quand je dis nous, c'est TA, pas TA Madagascar, TA, le mouvement, extrait les chiffres, les scores pour en faire une moyenne générale et puis une moyenne, un score national. C'est vrai qu'il y a des sources concernant Madagascar, c'est vrai. J'espère vous avoir répondu. Je pense que nous allons terminer sur cette dernière question. Je ne me permettrai pas de ne pas vous donner la parole, cher ami. Bonjour. Est-ce qu'on peut revenir sur le tableau de 2012 à 2025 ? Le classement, l'évolution. Ah, les sources. Voilà. 2012 à 2024. 2012, je sais que parce que c'est là que la méthodologie a changé. Parce qu'avant ça, c'était sur 10. Et on dit qu'on stagne. L'IPC ne mesure pas les efforts qu'on déploie. Oui, mais c'est un signal qu'on nous envoie pour qu'on puisse réfléchir. Quand le DG du Bianco parlait de volonté politique, je ne suis pas de son avis. Les institutions sont là, les lois sont là, même imparfaites. Même si TI disait que les moyens manquaient, mais nous sommes là. Donc pour moi, si la volonté politique n'est pas là, c'est à nous de provoquer et d'obliger la volonté politique. Ce qu'on a fait avant, c'est qu'on a mis le gouvernement à l'écart. On a mis le Parlement à l'écart. Du coup, ils sont réticents, ils ne comprennent pas vraiment la lutte, ils ont peur, comme partout dans le monde. Mais là maintenant, je pense qu'il est temps, il est grand temps de repenser la lutte contre la corruption. C'est pas la peine de continuer la lutte si on va encore dans les 10 prochaines années stagner comme ça. Donc je serais peut-être d'accord avec ceux qui disent arrêtons la lutte contre la corruption. Des milliards d'arrières par année pour stagner. Non, c'est du gaspillage. Repensons cette lutte. Pour moi, je pense que la corruption n'est pas le principal problème. C'est une conséquence. Je pense que c'est la gouvernance
qui est problématique à Madagascar. Le monopole et tout. Est-ce que la stratégie anticorruption tient compte du volet gouvernance? Je me réfère à Michael Johnston, Syndromes of Corruption. Il dit que la corruption, c'est un des syndromes de la mauvaise gouvernance. Et moi, après ces 22 années dans la lutte contre la corruption à Madagascar, je pense que, franchement, il est temps de réfléchir. On dit tolérance zéro. Mais tolérance zéro par rapport à quoi? On lutte contre la corruption dans les Fouktan. Pourquoi ne pas se focaliser sur quelques priorités? La recommandation de la présidente Tiaï. J'aime bien le mot dirigeant. Commençons par lutter contre la corruption à haut. Et là-bas, c'est zéro tolérance. Dans les Fouktan, c'est le Fiavanan. On appelle les Raymandines, on règle ça au niveau des Fouktan. Pas la peine de saisir les pôles anticorruption. Mais je pense qu'il est temps de réfléchir à quel type de corruption s'attaquer pour accélérer notre développement. Il y a des pays qui ne font pas de prévention. Le Singapour qui est très clean, il n'y a que des investigations au Singapour. Mais nous, la formule de 2004 reste jusqu'en 2025 et on a toujours les mêmes résultats. Et je me réfère encore à Albert Einstein qui a défini la folie. La folie, c'est de répéter les mêmes actions en espérant d'autres résultats. La stratégie anticorruption actuelle, est-ce qu'on va la mettre en œuvre là tout de suite ou est-ce qu'on va repenser? Rien qu'un mois. Parce que sinon, moi je ne suis pas comme mes collègues qui attendent de mauvais résultats à chaque fois, non. Je m'attends de meilleurs résultats. Mais ne soyons pas fous. Je suis très sincère, j'aime Madagascar. Je veux que Madagascar dépasse le Danemark, le Singapour, la Finlande. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette note patriotique qui conclut notre rencontre d'aujourd'hui. Juste un dernier point. J'ai passé mon temps à dire qu'il y avait 180 pays et mon collègue vient de faire une correction à mon slide. En fait, il y a 182 pays, les amis. 148 sur 182 donc, et non 180, comme je l'ai dit. Mille excuses pour cette erreur. Mesdames et messieurs, top class top 5. Isarana irapo iratsiany ianareo tonga androany nanatrika an'ity fotoan'ity zava-dehibe ho anay miaraka aminareo mifampiresaka mifampizara aminareo na tsara na ratsy ny vaovao tanindrazantsika ity dia etontsika dia ny azo atao zao dia ny miara-miasa ny azo atao zao dia ny fanometanana sy mifanotrona amin'ny ady amin'ny kolokolo satria tsy vitanay rehetra tsy vitanareo rery fa tsy maintsy vitantsika miaraka satria izay no maha-olo-pirenena dia izay ihany koa no mampandray tanjanaka ho an'ny zanaka any aoriana dia ho ela velany a Madagasikara saotra indrindra tompoko. Manasantsika mpanao gazety akao amin'ny arrière-cour ho amin'ny point de presse